Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce jour de rugby. Pendant à peu près 1 heure, nous allons revivre tous les grands moments de ce multiplex, de ce multi-rugby, surtout recueillir les réactions dans les vestiaires. Ça y est, la course au bouclier de Brennus est bel et bien lancée. Dans 4 semaines, le capitaine victorieux brandira le fameux bouclier à la tribune du Stade de France. Elle est lancée cette course parce que l'on connaît maintenant le tableau final. Le voici, ce tableau final, avec Castres-Colomiers, Toulouse-Perpignan, Montferrand, Agen et Stade français CASG Biarritz. Tous ces matchs se joueront sur la pelouse des premiers nommés, ceux qui ont terminé dans les 2 premiers de leur poule. Le match de barrage pour la descente opposera Pau à Grenoble. Ce sera sur terrain neutre et c'est un grand nom du rugby français qui descendra en 2e division. Le battu de ce match sera en 2e division. Confirmation aussi dans cette émission et dans ce multi-rugby de la descente de Brive en 2e division. Les brévistes avec encore un petit espoir suite à la recommandation du CNOSF de faire jouer ce match contre Aurillac parce qu'il y avait une irrégularité. La défaite contre Toulouse maintenant ôte définitivement tout espoir aux brivistes. Et à propos de 2e division, dans ce jour de rugby, nous verrons tout à l'heure aussi le résumé des 2 demi-finales qui ont opposé hier Montauban à Rumilly et Toulon à Bayonne, car la finale de 2e division sera la semaine prochaine, dimanche prochain, en direct sur Canal+. Voilà, allez, on va aller un petit peu partout refaire un tour des stades pour revoir les principales images, pour recueillir toutes les réactions. Nous devrions partir du côté de Jean Bouin pour le match Stade français CASG Pau. Retrouver ou dans les vestiaires Philippe Guillard ou à sa tribune Thierry Gilardi, messieurs. Alors, on a l'ambiance. Avec des stadistes qui peuvent savourer cette victoire face à Pau. Diego Dominguez est venu évidemment supporter ses copains de l'équipe mixte, comme on l'a baptisé. Une dizaine de joueurs avaient été mis au repos en attendant la finale de la Coupe d'Europe samedi prochain contre Leicester au Parc des Princes. Peut-être la grille est déjà dans les vestiaires du stade d'ailleurs. Oui, tout à fait Thierry. Là, je suis avec justement Christophe Lossuc. J'ai choisi Christophe parce qu'il est, il est demi-mêlée, donc il est au milieu de un gros paquet et des gazelles. Il est aussi au milieu de 2 générations, c'est-à-dire les anciens et les jeunes. Ça se passe pas mal avec les jeunes. C'est une bonne petite réserve que vous avez quand même. Non, je crois que c'est plus qu'une bonne réserve, on le savait. Il y a beaucoup de joueurs qui nous avaient déjà beaucoup rendu service l'an dernier, comme Pierre Abadan, Romain Froment, Mathieu Blair. On sait que c'est des jeunes qui sont au niveau. Cette année, ça a été un peu difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas eu trop l'opportunité de montrer leur qualité. Mais nous, aujourd'hui, on savait aujourd'hui qu'on pouvait leur faire confiance. Et en plus, avec l'enthousiasme qu'ils ont, l'envie qu'ils ont, parce que proportionnel à la frustration qu'ils ont un peu connue cette année, on savait qu'on avait les moyens de réaliser un bon match aujourd'hui. Un petit mot sur la Coupe d'Europe. Ceux qui étaient titulaires aujourd'hui et qui sont supposés jouer samedi prochain, comme toi par exemple, ce qui est possible, dans quel angle d'attaque tu peux jouer un match aussi important qu'aujourd'hui pour Pau? Est-ce que tu t'es livré à 100% par rapport au match qui t'attend la semaine prochaine? Ouais, je crois que, vous savez, le Stade français, il n'y a pas vraiment de gens qui sont sur un piédestal. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ont joué avaient tous à prouver quelque chose. Donc même ceux qui, peut-être comme moi, sont susceptibles de jouer samedi dernier, je n'avais pas trop droit à l'erreur aujourd'hui, pas trop droit de me manquer, parce que dans la mesure où il y a de la concurrence à tous les postes, on n'a pas le droit de passer à côté, quelle que soit l'occasion, quelle que soit, c'est vrai qu'aujourd'hui Pau avait plus d'enjeux que nous, mais nous, c'est notre métier, par respect pour les gens qu'on laisse sur le banc, par respect pour notre public, tout ça, on était obligé de sortir un grand match. Je crois qu'il n'y avait pas trop l'occasion de se réserver pour la semaine prochaine. Merci Christophe, et bon footing de tirement parce que et là il est pris à partie, là on le chauffe pour aller. Et oui, parce qu'il a fait chaud en plus. On espère que Philippe Gembert et les Béglés vont venir nous supporter le samedi prochain contre Leicester, parce que je crois qu'on leur a pas rendu service. Alors, il y aura un Parc des Princes plein en tout cas, samedi prochain, et qui sera tout en bleu et en rouge à la demande de Max Boisini et des joueurs parisiens. Mais on va revenir en arrière, 15h15 tout à l'heure, coup d'envoi. C'est vrai Francis qu'on attendait une grosse entame de match du côté palois pour éviter cette fameuse place de barragiste. Et oui, de ce côté-là, on a été quand même un petit peu surpris que justement Pau ne développe pas, à l'image de ce premier essai d'Arbaud, ne développe pas davantage de jeu vers les ailes, fasse courir davantage le Stade français. Parce que quand Arbaud inscrit cet essai en fin de première période, Pau est mené par la botte de Simon Mason, auteur de 4 pénalités consécutives. Alors là, on y croit. Début de seconde période, on retrouve Borusque qui lance à nouveau Arbaud à l'essai. Là, on se dit, ça y est, ils sont dans le match. Et oui, parce que effectivement, il cherchait maintenant à
à jouer vers les extérieurs, c'est là où ils sont le plus forts. Et ils ne l'ont fait que de façon sporadique, ils ne l'ont pas fait de façon continue. Ce qui est fort regrettable parce qu'après ils sont retombés dans un jeu qui a convenu tout à fait au Stade Français avec sa bonne défense. Et avec un Venditti très performant aujourd'hui, qui a cherché Raffo à l'intérieur, mais finalement c'est Tabaco qui s'arrache pour franchir la ligne d'en-but des Palois. Tabaco qui était au départ et à l'arrivée de cette action. Et voilà le plus bel essai du match. Jaunet à la réception d'un renvoi au 22 d'Ocagne. Il choisit la relance à la main, en vitesse et au culot, en passant au-dessus brusque, récupérant le ballon, servant Tabaco et qui arrive Mathieu Blin. Jaunet, Blin, là voilà la jeunesse du stade. La jeunesse du stade, et puis vous avez remarqué à quelle vitesse ça joue. Alors qu'il n'y a aucun replacement pratiquement du côté de Pau. Il y a juste Al Sharon qui va revenir. Carbonneau, c'était son poste, c'est normal. Et il y a juste Al Sharon qui revient. Alors, on se demande à ce moment-là où est Pau. Si Pau croit encore qu'il a une chance de se sauver. Allez, Berthe qui lance à nouveau vers Marconnet. Et puis arrivée de Simon Mason, l'Irlandais, qui lui aussi a fait un gros match, très précis dans ses coups de pied. Un seul échec et puis toujours disponible pour aller chercher des occasions d'essai. Dernier essai de la rencontre inscrit par un autre arrière. C'est brusque, entre guillemets, pour sauver l'honneur des Palois qui se sont inclinés face à Julien Berthe et les stadistes de 6 points. Heureux Julien pour son frère. Hein. Oui, et son frère Begley, et oui, lui qui a son cœur à Bègle, doit être aussi heureux de voir les Begley s'en sortir. Mathieu Blin avec Rabadan. Voilà, les équipiers bis du Stade Français ont mission accomplie. La Guinée. Thierry? Oui. Oui, non, c'est pour vous dire qu'ici, vous comprendrez que c'est pas facile de rentrer et que si, à l'occasion de jours de rugby un peu plus tard, on peut avoir un joueur de Pau, avec plaisir, si Eric Bail en régie à Paris veut bien, à ce moment-là, quand il y aura un petit peu plus de recul, on pourra peut-être parler. Ok, ça doit ronfler un petit peu derrière cette porte avec Jacques Brunel, avec Torossian. Donc on va peut-être. Il doit y avoir un peu de bruit. Alors on se retrouve peut-être tout à l'heure, Eric. Merci Thierry Francis, bien évidemment. Philippe Guillard nous appelle dès qu'il est avec joueurs palois. Les Palois sont donc barragistes ce soir. Ils affronteront Grenoble. Nous allons nous partir du côté du stade Chaban-Delmas où les Béglots bordelais ont fait mieux que les Girondins hier. Ils ont gagné. Vous savez qu'ils n'étaient pas maîtres de leur destin. Ils devaient gagner, mais espérer aussi que le stade français batte Pau, ce qui a été fait. En 1991, rappelez-vous, il y a 10 ans, Bègle était champion de France. Eh bien, il n'y aura pas de descente en D2 en 2001, 10 ans plus tard. Tant mieux pour les Béglés où l'on retrouve François Trio. Je présume, François, que c'est l'allégresse générale dans le vestiaire. Ah, ça vient tout juste à l'instant de retomber parce qu'on passe à l'antenne. Alors ils sont très sages les Béglés, mais Christian, c'est bon, on a vu vraiment l'allégresse. Voilà, vous comprenez. Donc c'est la joie. Bègle, effectivement, se maintient en première division 10 ans après le titre. Christian, il y a eu une période de doute quand même dans ce match. 25 premières minutes un peu dures, on vous sentait un peu crispé. Quelques occasions ratées, puis finalement Bègle s'est libéré. On a vu du beau rugby. Oui, c'est vrai que nous avions une grosse pression. Mais je crois qu'au bout d'un certain moment, quand les joueurs ont évacué cette mauvaise pression, il est évident qu'on a senti qu'il y avait beaucoup de potentialité. Et derrière, donc, quand ça s'est présenté, ils ont réussi à lâcher quelques bons coups. Et dès qu'on a marqué le premier essai, on s'est dit, ça y est, c'est fait. On est vraiment dans le match et on n'a plus rien lâché. Vous savez que vous avez été barragiste pendant un quart d'heure en deuxième mi-temps, là, quand Pau est repassé devant au Stade Français. Est-ce que vous le saviez, vous, sur le banc? Non, du tout. Moi, je n'étais au courant de rien. Je n'avais pas envie d'être au courant. On avait à gérer notre match et ne pas s'occuper du match des autres. Je l'ai su à 3 minutes de la fin que le Stade Français était devant. Donc, à aucun moment, nos joueurs n'ont su quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on a géré le moment, on a géré le match. Et je crois qu'au-delà du contexte Stade Français Pau, nos joueurs n'avaient qu'une seule envie, gagner ce match. Et je crois qu'ils l'ont fait d'une façon merveilleuse. Là, vous allez monter au Parc des Princes voir la finale de la Coupe d'Europe, j'imagine, pour soutenir le Stade Français. Vous êtes obligé. Mais ça, je crois qu'il faut dire un grand merci aux joueurs du Stade Français qui n'ont rien lâché. Et je crois que c'est vrai que malgré tout, je craignais quelque peu ce match. Non pas que les joueurs ne soient pas de bons joueurs, mais le fait qu'ils ne jouent pas souvent ensemble et qu'ils n'aient pas beaucoup joué de match. J'avais peur qu'au niveau du rythme et de la cohésion, ils aient des problèmes, connaissant toujours la qualité des joueurs qui sont là. Parce que quand on voit le banc de Paris, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ce banc-là. Donc il faut leur tirer un grand coup de chapeau, les remercier. Et c'est dommage, les Palois avaient toutes les cartes en main, ils ne les ont pas utilisées malheureusement. Mais nous, d'abord, on avait à s'occuper de nous. Et aujourd'hui, je crois qu'on l'a bien fait. Eric, si vous me permettez, est-ce que j'ai le temps d'aller voir Paul Berthe, qui était quand même directement concerné par ce bras de fer entre Jean Bouin et Chaban-Delmas. Alors,
Paul, finalement il était sympa ton frère Julien. Je crois que j'ai trouvé dans la semaine les mots justes pour le remonter. Non, mais blague à part, c'est vrai que tout le monde l'a appelé toute la semaine. Ils en avaient un peu marre, ils disaient qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et je crois qu'à l'arrivée, chacun fait sa part de boulot. Donc on a encore quelques beaux repas de famille prévus dans les semaines qui arrivent. Donc tout se passe bien. Ouais, puis juste à côté, il y a Philippe Gimbert. Philippe Gimbert qui est rentré aujourd'hui et c'était son dernier match en première division. Philippe, 10 ans après le titre et puis ce titre avec Stade Français en 98, c'est la fin d'une carrière et le soulagement parce que ça aurait fait un petit peu mauvais effet de quitter Bègle par la petite porte. Ouais, tout à fait. La seule chose qui m'importait aujourd'hui, c'était de rester en première division. Et pour l'arrêt d'une carrière, c'est bien de pouvoir en arriver là. Et moi, je suis très content de rester en première division et d'arrêter là-dessus. Et surtout de ne pas faire un match de barrage. Voilà. Merci. Donc Bègle qui se maintient en première division et dans la joie et l'allégresse. Philippe Gimbert, ancien joueur du Stade Français, le Stade Français à qui Bègle doit une partie de son maintien puisque les Parisiens ont battu les Palois. Agen-Béziers maintenant, la remontée de Béziers au classement ces dernières semaines nous a offert un véritable 8e de finale entre ces deux équipes. On retrouve tout de suite dans les vestiaires d'Armandie Frédéric Viard qui a suivi cette rencontre pour vous. Ah oui, et puis il y a une belle ambiance dans ce vestiaire d'Agen puisque la saison va continuer. On pourrait les penser heureux d'être en vacances, pas du tout. Ils sont heureux de devoir continuer à travailler un petit peu. Abdel, ça fait du bien de finalement se dire que la saison est loin d'être finie encore. Je crois que c'était l'ambition première dès le début de saison. Je crois qu'on n'a jamais envisagé d'arrêter là. Il est clair que on a fini un petit peu, je dirais cette semaine très difficilement parce qu'on a vécu dans un contexte très délicat, vous savez, tout le monde nous a tapé dessus, donc c'était difficile de se concentrer sur le rugby. Heureusement qu'on a formé un véritable bloc et puis la vérité, on l'a donné sur le terrain, c'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous obsède et maintenant l'aventure continue, on va pas se poser de questions, il y a 15 jours de travail avant d'aller à Montferrand et en tout cas on va y aller pour les défis. Alors vous avez parlé du terrain, nous on va revivre les meilleurs moments de cette rencontre où on vous l'avait dit, vrai match de phase finale, vrai 8e de finale, d'où grosse concentration, grosse motivation ici avec Richard Dauth et puis Philippe Benetton également du côté des Agenais. Et un début de rencontre où finalement, même si on a vu beaucoup de jeux de part et d'autre, ce sont les Agenais qui vont réussir à prendre le dessus. On va tout de suite voir le premier essai marqué par Conrad Stolz à la 23e minute. Conrad Stolz qui vient redoubler avec Guillaume Bouyck. Premier essai alors qu'à ce moment-là, il y avait égalité 6 partout puisque Etitou la maison et Richard Dauth avait fait ce qu'il fallait au pied pour maintenir les deux équipes à égalité. Puis on va se retrouver un peu plus tard, 5 minutes plus tard, nouvel essai pour Agen sur ce ballon que récupère Bousquet mais qu'il doit relâcher et le soutien, vous allez le voir, est Agenais avec Pépito et Lorga et Guillaume Bouyck et c'est Guillaume Bouyck qui vient marquer ce deuxième essai d'Agen qui permet à ce moment-là à Agen de mener avec la transformation de Christophe Lamaison 20-6 et pour finalement clore la mi-temps à 23-9. La seconde période va voir Agen contrôler finalement somme toute cette rencontre, même si les dernières minutes verront de belles choses du côté de Béziers avec cette course extraordinaire de Michael Noël qui vient retrouver Jeff Dubois en soutien. Il a gagné presque 50 mètres sur cette course. Le soutien cette fois-ci les Biterrois, ça va repartir sur le fermé avec ce ballon qui va aller jusqu'à Escale qui peut décaler Fred Gomard qui était rentré quelques minutes plus tôt, qui vient marquer le seul essai Biterrois qui permet à Béziers de revenir à 29-19 et les dernières minutes avec de belles actions, de belles opportunités pour Béziers seront tendues jusqu'à la délivrance. La délivrance, elle va venir notamment avec vous Abdelatif avec ce ballon et cette rentrée rageuse. Vous étiez rentré en cours de jeu aujourd'hui. Ce ballon qui va aller jusqu'à Christophe Lamaison. C'est Cédric Amance qu'on retrouve sur l'aile. Une passe qui va arriver pour personne si finalement c'est Christophe Manas, meilleur marqueur d'essai la saison passée, qui vient marquer ce dernier essai et donner la victoire à Agen 36-19. Franchement, alors qu'on voit bien évidemment la déception des Biterrois qu'on ira voir tout à l'heure. Franchement, Abdelatif, est-ce que vous avez eu peur cette semaine? Vous savez, on sait jouer au rugby quand on sait le faire. Toute la saison, on a prouvé par moments qu'on avait des grandes qualités rugbystiques et par moments on est tombé un petit peu sur le travers, comme il y a 15 jours contre Bègle. Mais c'est pas ça ce qu'on prend. On prend pour le beau jeu, on prend pour un jeu ambitieux et on l'a encore démontré. Heureusement qu'il y avait deux équipes qui pensaient à jouer et je crois que c'est sur ça qu'on veut tendre et on aura la chance de rencontrer un Montferrand qui sera aussi très ambitieux sur ce plan-là et je suis sûr qu'il y a un grand match. Okay, merci à Abdelatif. Eric, si on a encore un peu de temps,
Non, on n'a plus de temps. C'est une petite question de plus, une petite question. Alors juste une petite question, je vais aller trouver Christophe Lamaison qui doit être par là-bas parce qu'il a réussi 100% aujourd'hui, Christophe Lamaison. Et donc il y a un match qui s'annonce terrible. Christophe, on est en direct pour le jour de rugby. Et il y a Maurice qui va passer à la télé. Vous avez fait 100% de réussite aujourd'hui, Christophe, vous vous retrouviez titulaire à l'ouverture. C'est un grand bonheur, j'imagine, aujourd'hui. Ouais, plus la victoire d'Agen, ce qui est essentiel avant tout. Non, grand bonheur, messieurs, parce qu'on voulait absolument faire partie des 4 qualifiés pour les quarts de finale. Donc, dernier match à Armandie, la foule, la victoire, un bon match. Et bien sûr, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction dans le vestiaire, enfin. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Voilà. Merci Christophe. Et ben voilà, les Agenais ont retrouvé l'appétit et ils s'imposent aujourd'hui 36-19. Merci Frédéric, et il y a beaucoup de sourires dans certains vestiaires. En tout cas, on va passer pour être complet à Bourgoin-Castres, un match sans enjeu entre une équipe de Bourgoin qui paie très cher le fait d'avoir raté son début de saison. Les Bergeliens ont quand même réussi à sauver leur place dans l'élite. Ils recevaient le leader, Castres, assuré depuis belle lurette de la première place, de jouer le quart de finale à domicile et du ticket pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Bourgoin-Castres, résumé de ce match avec Bertrand Guillemer. Pas de pression en effet dans cette rencontre, mais beaucoup d'intention de jeu. Pour son dernier match de la saison, Bourgoin veut faire plaisir à son public et c'est chose faite dès la 18e minute avec le premier essai du match inscrit par l'ouvreur Mazoyer. Les Bergaliens mènent à cet instant 11-0 après 2 pénalités de Marc Lajuste. Mais les Castrés sont conquérants et sûrs de leur force, témoin cet essai collectif des avants qui ramène le score à 11-7 à la 25e minute. Bourgoin creuse ensuite l'écart 14-7 avant de se faire surprendre par Artiguste qui décale Labrousse pour un essai en coin. Égalité parfaite, 14 partout avec la transformation de Rolleston. Mais on vous l'a dit, les deux équipes produisent beaucoup de jeux et juste avant la mi-temps, Bourgoin ajoute un deuxième essai conclu par l'international italien Ezio Gallone. Bourgoin reprend la tête 19-14. La course-poursuite continue dans les arrêts de jeu puisque juste avant la pause, Norm Berryman remet les deux équipes à égalité. 19 partout, c'est le score au repos. La deuxième période est en revanche nettement moins riche en essais. Seule une pénalité de Marc Lajuste fait évoluer le score en faveur des Bergaliens. 22-19 dès le retour des vestiaires. Dans les toutes dernières minutes du match, Castres tente bien d'arracher la victoire. Gregor Townsend feinte la passe, transperce la défense bergalienne. Mais l'ouvreur écossais est finalement repris sur la ligne d'en but. Marc Lajuste dégage en touche. Bourgoin tient son succès, un succès étriqué mais mérité, 22-19. Et à la saison prochaine pour les Bergaliens. L'info dans cette poule 1 avec la qualification d'Agen, c'est la place de barragiste de la section paloise. Alors on repart au stade Jean Bouin, retrouver Philippe Guillard avec un joueur de la section. Philippe. Ok. Oui, avec Marc Damaso. Marc, qu'est-ce qui se dit là dans le vestiaire? C'est dur, j'imagine. Il se dit rien, il faut essayer de positiver pour le match de dimanche prochain ou samedi prochain pour sortir de là où on est, sachant que pour Grenoble ou que pour nous ça sera très dur et celui qui perdra sera quand même un petit enfer, une petite mort. Marc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui pas grand chose n'a fonctionné sauf par à-coup. Est-ce que c'est pas le ton de toute la saison qui est comme ça? Mais aujourd'hui, je dis paradoxalement, on a été correct en mêlée, en touche, on n'a pas été très bon. Il y a Patrick Tabakou qui nous a vraiment gêné dans l'alignement et on n'a pas pu lancer notre jeu et je crois que c'est une des causes de notre défaite aujourd'hui. Marc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour dimanche prochain ou samedi? Parce qu'évidemment, de l'autre côté à Grenoble, c'est pareil, ça va être un match à l'ancienne, un match âpre, je sais pas, c'est quoi? J'espère un beau match quand même, mais dur, non? De jouer tout sur une saison comme ça? Ça sera très dur, mais bon, comme je répète, hein, pour les deux équipes, ce sera l'enfer et celui qui perd, c'est une petite mort. Une question un peu piège. Toutes les recrues qu'il y a eu à Pau cette année, tu en fais partie. Est-ce que c'est pas à elles, ces recrues, de montrer qu'on ne s'est pas trompé? Oui, certainement. Question piège. Elle est vraiment très...
Il faut gagner, il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faudra pas se poser des questions et seul le résultat sera important. Merci Marc. Marc Dalmazo, on va récapituler tout de suite tous les résultats de cette poule 1, avec donc la victoire du Stade Français CAG de 5 points sur la section paloise, la victoire aussi de Périgueux, la première victoire de la saison à souligner de Périgueux sur Mont-de-Marsan. On essaiera de vous montrer une image ce soir dans le jour de rugby de l'équipe du dimanche. Périgueux, Mont-de-Marsan sont en 2e division. Bègle-Bordeaux a sauvé sa place en battant Perpignan. Agen qualifié grâce à sa victoire sur Béziers et pour l'honneur, Bourgoin a battu Castres au classement. Castres premier, Stade Français 2e, Perpignan 3e, Agen 4e et Pau 8e et barragiste. Pour ceux qui auraient raté le début, on récapitule les tableaux des quarts de finale. Castres jouera à domicile contre Colomiers. Toulouse accueillera Perpignan au Stadium. Montferrand, Agen aura lieu au stade Marcel Michelin. Et à Jean-Bouin, une semaine après sa finale de Coupe d'Europe, le Stade Français CSG recevra le Biarritz Olympique. Le match de barrage opposera, donc on l'a dit, Pau à Grenoble. On attaque maintenant les résumés de la poule 2. Le match phare de cette poule 2 était au stadium de Brive, où les Toulousains allaient chercher leur 2e place et où les brivistes avaient encore entrevu l'espoir après la réclamation, la recommandation plus exactement du Comité national olympique et sportif français qui proposait à la fédération de faire rejouer le match contre Aurillac. Ce match n'aura peut-être pas la peine, besoin d'être rejoué puisque Brive a perdu cet après-midi contre Toulouse. On va retrouver dans les vestiaires du stadium Stéphane Etcheverry. Salut, effectivement dans les vestiaires du Stade Toulousain. Voilà, attention, alors là, c'est Franck Tourner qui était juste derrière. Magnifique prise de judo. Voilà, pour vous dire qu'ici, on est quand même content d'avoir remporté cette victoire capitale pour l'avenir, en tous les cas proche du Stade Toulousain. 32-19 face à Brive. On est avec Xavier Garbajosa. Salut Xavier. Bonjour. Et donc l'info, Toulouse, quart de finale à domicile. Et Brive, c'est un peu moins marrant, d'à 50 mètres à côté. C'est la grosse détresse dans le vestiaire briviste. Brive, officiellement donc en 2e division. On a enregistré une réaction du président briviste Jean-Claude Penouille que l'on va vous passer. Mais on va tout de suite partir sur le résumé de cette rencontre, ou du moins les 2 plus belles minutes, car on est resté très souvent. Ici à Brive, on a quasiment vu toutes les images et on va revoir les 3 essais de la rencontre. Les brivistes qui ont donné pas mal de fil à retordre justement à cette équipe du Stade Toulousain, et les brivistes qui vont inscrire le premier essai du match sur un ballon de récupération. Et voyez les jambes et voyez l'allure de Sébastien Cara qui sprint seul sur la pelouse du stadium le long de la touche. Le retour des défenseurs du Stade Toulousain qui ne seront pas concluants sur cette action. Et donc premier essai sous le regard d'Émile Tamac qui a fait le déplacement à Brive. Les brivistes donc qui vont donner beaucoup de fil à retordre à ces Toulousains. 15-13 simplement pour Toulouse à la mi-temps. Un petit passage à vide en début de 2e période pour les Toulousains, et les Toulousains qui finalement récupèrent leurs intentions de jeu et qui vont signer 2 essais, 2 très jolis essais en toute fin de rencontre. Le relais de Christian Califano, passeur sympa, avec Nicolas Jean-Jean maintenant. Une remise antérieure sur Xavier Garbajosa qui va aller inscrire là son 17e essai depuis le début de la saison. Le score 25-19 pour l'instant, avec Fabien Pelouse qui sort. C'était pas trop grave pour Fabien Pelouse, simplement un peu de fatigue. La fin de match sera entièrement toulousaine avec un nouvel essai et un dernier essai sur cette belle prise de balle de Jean Bouillou, et tout le paquet d'avant du Stade Toulousain qui progresse. Didier Lacroix est dans le coup aussi, dans les 22 mètres. Il y a Yannick Bru qui libère bien son ballon pour Frédéric Michalak. La longue passe de Michalak, un relais d'Alain Penaud et l'accélération de monsieur Cédric Desbrosses qui vient inscrire là le dernier essai de la rencontre pour le Stade Toulousain. Essai donc de Cédric Desbrosses avec les points au pied de Michel Marfin qui a retrouvé pas mal de réussite ces derniers temps. Eh bien, tout simplement, le Stade Toulousain qui s'envole vers sa victoire, la 6e victoire à l'extérieur de la saison. Et Dieu sait si cette victoire, si ce succès est important sur les terres brivistes, car Toulouse s'assure donc un quart de finale à domicile avec Serge Lahir qui serre la main de Guy Novès. Ils ont été compères au Stade Toulousain. Les uns resteront donc en première division, auront la chance de jouer leur quart de finale à domicile. Les autres descendront en 2e division sous le regard donc de tous ces joueurs brivistes qui étaient très très tristes. Ils y ont longtemps cru, les joueurs brivistes, avant de finalement s'incliner devant le Stade Toulousain. Belle armada du Stade Toulousain. Xavier Garbajosa, ça s'est plutôt pas mal passé en fin de rencontre. Ouais, ça s'est bien passé, je crois, en seconde mi-temps, puisqu'on concrétise en seconde mi-temps. Mais c'est vrai qu'on était venu aujourd'hui avec des intentions. On était obligé de battre cette équipe briviste chez elle pour décrocher un quart de finale à la maison. Donc pour nous, c'est une facilité, pour nos supporters et pour tout le monde, je crois.
Vous connaissez votre futur adversaire? Oui, je crois que c'est Perpignan, bon, mais c'était ce qui était presque prévu depuis le début. Mais bon, il fallait absolument gagner, l'emporter aujourd'hui ici pour pouvoir espérer jouer le quart de finale chez nous. Très bien Xavier, on va justement parler avec Guy Novès qui vient de nous rejoindre. Guy, vous me disiez avant le match que vous étiez plutôt tendu, ça va beaucoup mieux, hein? Mais ça va beaucoup mieux parce que l'objectif est atteint, malgré un match à mon goût très moyen. Mais bon, je crois que les joueurs ont quand même respecté le contrat. Ils étaient venus pour faire un résultat. Ce résultat est acquis, sans blessure. Donc il va nous permettre aussi de nous remettre réellement en question pour aborder le quart de finale et redescendre un petit peu du petit nuage sur lequel nous étions installés depuis quelques semaines. Par rapport à Narbonne, il y a eu du mieux ou du moins bien? On ne peut pas comparer ces deux matchs parce que Narbonne effectivement a été un match, je dirais, très très bien pris, excellent sur tout point de vue. Celui-ci, il a fallu attendre 50 minutes pour que nous rentrions réellement dans ce match. Et pour être vraiment efficace, il a fallu, je le rappelle, compter surtout sur la botte de Michel Marfin. Donc il faudra surtout élever notre niveau de jeu si on veut rivaliser et bien figurer face à l'USAP. Guy Novès, Xavier Garbajosa dans le vestiaire du Stade Toulousain en pleine effervescence après ce match. Eh bien, ça s'est moins bien passé à 50 mètres d'ici dans le vestiaire briviste où on a recueilli tout à l'heure les impressions de Jean-Claude Penouille, le président du CA Brive-Corrèze, en lui demandant si de battre le Stade Toulousain, ça représentait l'impossible exploit. On l'écoute. C'était l'impossible exploit, je crois qu'ils ont essayé jusqu'à 60-65 minutes, je crois qu'on y a tous cru. Et puis bon, je crois que la logique était respectée et on ne rattrape pas en un mois et demi toutes les erreurs qu'on a commises pendant 6 mois. Qu'allez-vous nous proposer l'an prochain pour Brive? Pour Brive, vous avez vu, il y avait 1100 couverts à midi chez nos partenaires, il y avait un stade qui était plein, donc je crois qu'on a l'obligation que ce Brive, je crois que le rugby professionnel a besoin de Brive, et je crois qu'on va demain on travaille, on se réunit tous ensemble, et on va essayer de mettre au point une organisation, un système qui nous permette de rebondir très très vite, et pratiquement l'année prochaine, quoi. Et peut-on s'attendre à des bouleversements, Président? Non, pas des bouleversements. Je crois qu'il y a des jeunes qui montent, il y a des jeunes qu'on va intégrer. Il manque, on le voit bien, il manque une ou deux pointures d'expérience dans les lignes centrales qui nous ont remis, à mon avis, en difficulté à la fin du match. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va devoir porter nos efforts pour avoir des jeunes qui soient à côté de parrains, qui vont les épauler et permettre une équipe de se mettre en place sur les 2-3 prochaines années. En parlant de parrains, vous parlez de qui? De parrain, non, je cherche des joueurs, je pense à des joueurs d'expérience qui nous ont probablement manqué aujourd'hui pour calmer, accélérer, dire aux gamins de ne pas faire tel ou tel geste à un moment donné. Mais bon, je ne sais pas, donc il y en a probablement qui vont se retrouver sur le marché et on sera actif avec un programme, j'espère qu'il sera suffisamment attractif pour leur donner envie de venir à Brive, même pendant une année en D2. Merci. Oui, donc Jean-Claude Penouille, bien évidemment, extrêmement déçu après la défaite de ces hommes 32-19 sur leur pelouse du stadium. Brive, c'est officiel, donc en 2e division. On va conclure ici à Brive, car Christian Califanou nous a gentiment rejoint dans les vestiaires. Il a un petit mot, ça s'est plutôt pas mal passé. Bien, Christian, aujourd'hui? Tout à fait, même si, comme l'a dit tout à l'heure Guy Novès, on a eu du mal durant 60 minutes pour concrétiser toutes les actions qu'on voulait mener à bien. Mais c'est vrai qu'on sort énormément satisfait parce qu'on va faire un quart de finale de chez nous à la maison. Donc c'est un premier quart d'eau qu'on fait aux supporters en attendant le plus gros. En attendant le plus gros. Mais juste un petit moment, je voudrais me joindre à David Girard pour dire simplement Toulon et le Mourillon en première division et force à voilà. Force à Toulon qui a battu Bayonne en demi-finale hier de 2e division. Voilà, c'était ici à Brive sur la belle victoire du Stade Toulousain, 32-19. Ciao. Stéphane, merci, et laissez un écran dans le vestiaire toulousain puisque Christian Califano, David Girard tout à l'heure pourront voir de larges extraits de cette victoire de Toulon sur Bayonne en demi-finale de la D2. Ce sera dans une vingtaine de minutes à la fin de l'émission. Vous savez ce que j'ai oublié de vous dire? Les quarts de finale, la semaine dans 15 jours, les 4 seront retransmis sur Canal. Ces dernières années, souvent vous en aviez 2 en même temps en duplex. Non, là, les 4 seront en direct et en intégralité sur Canal+. Notez bien ça sur vos tablettes. Ce sera samedi et dimanche 26 et 27 mai. On va partir du côté de Biarritz maintenant, puisqu'avec la victoire de Toulouse sur Brive, celle de Biarritz sur Dax n'a pas modifié le classement. Judith Soula va nous dire si au moins elle a assisté un beau match de rugby du côté d'Aguilera, Judith.
Et oui, c'est clair, ça a été un match à sens unique, Eric. C'est vrai que Biarritz attendait le faux pas de Toulouse à Brive. Il n'a pas eu lieu, mais Biarritz a fait du beau rugby cet après-midi. On va voir tout de suite donc ce qui s'est passé cet après-midi sur la pelouse d'Aguilera. Et on commence par un hommage fait à Frano Botica, une haie d'honneur des deux équipes pour ce joueur d'exception qui a disputé son dernier match aujourd'hui à Aguilera. Il n'y a pas eu de suspense, je vous le disais. Biarritz mène 23 à la mi-temps, 3 essais. On revoit le dernier inscrit par Sébastien Bonetti juste avant la mi-temps. En seconde période, même scénario et toujours la même domination de Biarritz. C'est Isaac qui écarte pour Botica, fin de passe. Et Botica inscrit le 4e essai pour Biarritz. Biarritz qui ne laisse pas respirer Dax et qui continue d'enchaîner. Avril sert Serge Betsen, échappé solitaire de 50 mètres du 3e ligne internationale. Le score prend de l'ampleur et ça continue d'enchaîner. Isaac pour Stuart Legg, très en vue cet après-midi. Il remplaçait Philippe Bernatsal, victime d'une entorse du genou. Un relais de Christophe Miller et c'est Dabadi qui arrive lancé pour le 6e essai de Biarritz. Biarritz, les entraîneurs de Biarritz qui ont fait du coaching à la mi-temps. Perrelong a remplacé Botica, Coutet a remplacé Daguerre. Et c'est les remplaçants qui s'illustrent juste après. La défense de Dax a complètement craqué. Et les Dacois encaissent donc un 7e essai. Mais en toute fin de match, pour sauver l'honneur, Dax qui a assuré son maintien a tout de même inscrit un essai. Ce sont les 3/4 de Dax, fidèles à leur réputation, qui se sont illustrés. Ici, c'est Frédéric Leloir qui trompe la défense basque. Le score final, 49-10. 7 essais au total pour Biarritz et la sortie de Frano Botica sur les épaules de Norrois. Alors je suis en compagnie de Sébastien Bonetti, l'arrière international de Biarritz. Sébastien, vous avez assuré l'essentiel aujourd'hui. Il fallait gagner, battre Dax et avec la manière pour préparer le quart de finale. Mais oui, tout à fait. Je crois que Biarritz s'était donné un objectif, c'est de finir dans les meilleurs de la poule, donc dans les 2 premiers. Mais bon, c'est pas chose de faite. Je crois qu'on avait une 3e place à conserver. Et puis aujourd'hui, devant notre public, on a assuré l'essentiel. Alors c'est vrai que cette 3e place peut être aussi, vous pouvez finir meilleur 3e et ça peut avoir synonyme de qualification européenne. Mais oui, tout à fait. Oui. Je crois que tous les joueurs et tout l'encadrement étaient conscients de cela. Donc c'est pour ça que depuis les 5 derniers matchs, on a mis en place un certain rituel et puis tous les joueurs sont conscients de l'enjeu qu'il y a pour la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Et je crois qu'on a marché tous dans le même sens et tout le monde était concentré pour ces derniers matchs. Alors on l'a dit, vous ne jouerez pas votre quart de finale à domicile, vous allez devoir aller à Paris chez les champions de France face au Stade Français. Ben oui, mais je crois que les derniers déplacements à Paris nous ont pas trop mal réussi, donc pourquoi pas. Si Toulouse avait perdu à Brive, on aurait reçu Perpignan. Je crois que ça aurait été une autre paire de manches, donc je crois que le match au Stade Français, il faut pas se décourager d'avance et on va partir motivé au Stade Français pour faire ce qu'on a fait déjà les années précédentes. Eh bien écoutez, on suivra ça avec attention dans 15 jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Judith, très joli le chemisier et comme le disait Sébastien Bonetti, effectivement Biarritz a gagné à Jean-Bouin lors de sa dernière visite, c'était il y a 2 saisons. On va faire une petite parenthèse dans cette poule 2 pour revenir quelques instants sur la poule 1. Vous savez, les multiplex, c'est un peu pour le sport ce que les soirées électorales sont pour la vie politique, sauf que dans les multiplex sportifs, il y en a qui reconnaissent qu'ils ont perdu, alors que dans les soirées électorales, tout le monde a toujours gagné. Retour sur la poule 1, donc, où Castres a été battu le leader dans un match sans enjeu, c'était à Bourgoin. Et Raphaël Ibanez nous fait l'amabilité d'être avec nous en direct depuis le stade Pierre Rajon. Salut Raphaël. Salut. Une question, vous venez de jouer 2 matchs sans enjeu contre Agen et à Bourgoin. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile pour préparer les phases finales? J'espère que ça ne va pas réellement nous déstabiliser parce qu'effectivement, on a besoin de compétition, de matchs durs. Je crois qu'aujourd'hui, on a été bien servi avec un Bourgoin qui voulait bien terminer la saison. Il y a eu beaucoup d'engagement physique. C'est, je crois, ce dont on avait besoin en sachant que le week-end prochain, on sera exempt. Alors vous, oui, vous allez avoir un week-end de repos, puis dans 15 jours, ce sera le quart de finale contre Colomiers. Colomiers qui avait battu Castres la saison dernière au même stade, au quart de finale. Comment vous la jugez, cette équipe de Colomiers, cette saison? Toujours aussi dangereuse. Elle a prouvé l'an dernier qu'elle avait énormément de valeur. Il ne faut pas oublier que ce sont les finalistes de l'an dernier. Donc bien pour Castres, c'est un gros défi à relever. Je pense que les joueurs sont conscients de l'importance de ce match. Il nous reste 2 semaines maintenant pour préparer ce rendez-vous, en essayant de chasser un peu les mauvais esprits qui rôdent autour du CO depuis l'an dernier. Oui, dans les phases finales, c'est vrai. Raphaël, une statistique, vous êtes la seule équipe cette saison à avoir gagné tous ces matchs à domicile. Qu'est-ce qui fait la force du CO au stade Pierre-Antoine, où vous allez jouer ce quart de finale? Espérons qu'on arrive à rester dans la continuité de ce résultat.
Ce serait vraiment, je crois, un grand moment pour tout le public qui a suivi tout au long de la saison. En tout cas, le match dans 15 jours promet d'être une belle rencontre avec beaucoup d'engagement, beaucoup de jeux. Enfin, je souhaite que les deux clubs soient heureux de participer à ce match et pour nous, en tout cas, ça reste un gros rendez-vous. On va le préparer, vous en être sûr. Castres-Colomiers, il faudra se dépêcher pour avoir des billets. Pierre-Antoine sera archi comble. Merci beaucoup Raphaël. Bon retour avec vos coéquipiers sur Castres depuis Bourgoin. Il y a de la route bien évidemment. On revient, nous, dans ce jour de rugby, sur la poule 2 avec le match entre Montferrand et Grenoble. Match qu'il ne fallait pas perdre pour les Grenoblois sous peine de se retrouver barragistes. C'est pourtant ce qui s'est passé, même si les Montferrandais n'avaient pas grand-chose à gagner ni à perdre. Ils étaient qualifiés depuis longtemps. C'est Pierre Buet qui était l'envoyé spécial de ce multi-rugby au stade Marcel Michelin. On le retrouve dans les vestiaires montferrandais, Pierre. Oui, Eric, il y a des jours où on est heureux que la saison s'arrête. Et puis des jours où on est heureux aussi que la saison se poursuive en fin de championnat. Mais c'est souvent quand on est qualifié pour les quarts ou les demi, mais sûrement pas pour un barrage. Dans le vestiaire de Grenoble où nous sommes, avec Didier Cambert-Avero, avec Julien Frier, eh bien c'est évidemment la tristesse, mais il va falloir très très vite se reconcentrer pour ce fameux match de barrage contre Pau. Je vous propose d'abord de revoir les images et la très très bonne entame et le très bel essai de Grenoble dans la première période de ce match entre la SM et Grenoble. Regardez cette percée de Loubeux et qui va servir, voilà, Julien Frier dans les 22 mètres pour aplatir ce premier essai grenoblois. À ce moment du match, on se dit que les Grenoblois sont parfaitement capables de battre leurs adversaires montferrandais. Regardez la détermination sur le visage du marqueur d'essai Julien Frier. On reviendra sur cet essai avec lui tout à l'heure. Et puis la machine asséniste se met en route en seconde période, profitant du vent, bien évidemment. Merceron a passé quelques pénalités. Ici, c'est David Barrier qui permet à l'ASM de mener 23-13 à un peu plus de l'heure de jeu. Et c'est important ce détail, car l'heure de jeu, c'est souvent le moment où les matchs tournent en la défaveur de Grenoble. On en reparlera avec Didier tout à l'heure. Et puis cet événement, je dirais, pour la SM, c'est cet essai inscrit par Éric Nicole. Regardez le bras levé en l'air. Éric Nicole, recruté par Michel Ringeval à l'époque où il était entraîneur ici. Eh bien, c'était en 85. Eh bien, aujourd'hui, Éric Nicole a joué peut-être son dernier match sous les couleurs de la SM, en tout cas ici à Montferrand. Et il marque cet essai sous l'ovation du public. Et puis la jeunesse grenobloise qui ne veut pas mourir, ou pas, en tout cas pas mourir sans les honneurs. Ici Geoffroy Messina, qui marque le dernier essai de la rencontre et qui n'enlève pas les regrets évidemment de cette défaite et qui surtout, Didier, doit permettre à tous vos joueurs de se reconcentrer très très vite sur l'échéance qui vous attend, c'est-à-dire le match de Pau en barrage. Oui, on savait que de toute façon, gagner à Montferrand, ça serait très très difficile. Suite à leurs vacances à Dax, où ils ont choisi qu'on serait barragiste en allant se promener. Je crois que c'est un petit peu lamentable au niveau de la gestion d'un championnat et de l'éthique du sport, mais bon, c'est comme ça. On ne se refait pas. Je finirai en disant qu'ils ont pour moi balancé un boomerang et ce boomerang leur reviendra dessus un jour ou l'autre. Maintenant, par rapport au match, on a tout donné. On s'est fait plaisir par moment. On a peut-être géré un petit peu mal pendant 10 minutes en seconde mi-temps, mais bon, on a vendu cher dans notre peau et je félicite tous les jeunes entre Geoffroy Messina et les deux piliers qui sortent du centre de formation, qui ont 21 ans chacun, qui ont fait un énorme match aujourd'hui et je crois qu'avec ce qu'on a montré aujourd'hui, on peut avoir de l'optimisme pour dimanche. Oui, Julien, comment peut-on expliquer que, comme ça, à l'heure de jeu, c'est arrivé dans d'autres rencontres, comment l'équipe de Grenoble perd ses moyens et, par voie de conséquence, perd les matchs? Je sais pas, j'y pense encore là, parce que ça fait 4-5 matchs comme ça dans la saison où on a une bonne emprise sur le match durant toute la première mi-temps et puis la deuxième mi-temps, on attaque pas vraiment correctement les matchs et encore aujourd'hui, on subit pendant 20 minutes où on prend énormément de points. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y a peut-être un moment de déconcentration, de remise en route en deuxième mi-temps qui ne se fait pas chez nous naturellement. Ça vient peut-être d'ici, je ne sais pas, c'est assez rageant, quoi. L'adversaire, parce qu'il faut maintenant penser à l'avenir, il faut vite se reconcentrer sur le match qui vous attend la semaine prochaine. L'adversaire, ce sera Pau. Vous connaissez les Palois. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe ? Oui, les Palois, on les connaît. Il y a 2-3 ans, ils jouaient le haut de tableau. Ils jouaient
c'était une des grosses affiches quand ils jouaient. Bon, ils sont au même cas que nous. On a 80 minutes pour sauver un club. Et puis, on va tout donner. Essayer de faire encore le petit plus qui nous a manqué aujourd'hui. Et puis on fera les comptes à la fin. Eh bien, les comptes aujourd'hui, c'est 30 pour la SM, 18 pour Grenoble. Et on attendra la semaine prochaine pour savoir si, oui ou non, Grenoble jouera en première division la saison prochaine. Merci Pierre, merci surtout aux joueurs grenoblois qui, malgré leur abattement très visible, ont accepté de répondre à vos questions. On va partir du côté de Narbonne maintenant. Pour Narbonne, La Rochelle, la peur au ventre et l'oreille collée au transistor. C'était un petit peu le contexte de ce match qui dépendait du résultat de Grenoble à Montferrand. Stéphane Le Goff était avec nous à Narbonne aujourd'hui. Stéphane. Effectivement, Eric, et autant le dire tout de suite, il n'y a pas eu véritablement de suspense dans cette rencontre. Et comme vous n'êtes pratiquement pas venu nous voir du tout de la seconde période, c'est que tout s'est joué en première période. On va tout de suite regarder les images de ce match avec Narbonne tout de suite dans le bon tempo, à l'image de Cédric Rosalin qui officie à la place de Quesada aujourd'hui, qui tente et qui réussit cette pénalité de 50 mètres. La première action sera rochelaise avec cette réception de balle de Brunet qui libère sur l'extérieur pour Hudson qui jouait à la place de Toala aujourd'hui. Et le premier essai est rochelais, La Rochelle qui prend donc l'avantage après 7 minutes de jeu et qui mène d'un petit point 7-6 alors qu'on revoit le beau raffut de Hudson sur Corletto. La réaction de Narbonne sera quasiment immédiate sur ce lancer de Ledesma. Bonne prise de balle, le Maule Narbonnais qui se structure, qui désaxe et qui par petit côté, eh bien le pilier Frédéric Pucciarello pour le premier essai narbonnais. Narbonne reprend immédiatement l'avantage pour mener 11-7. Dès lors, la machine narbonnaise est lancée. On va retrouver Pucciarello quelques instants plus tard. Le voici, le voilà, énorme percée du pilier droit qui libère à hauteur pour Corletto, l'arrière de Narbonne qui va inscrire le 3e essai de Narbonne et permet donc au RCN de mener 31-7. Puis juste avant la mi-temps, ce dernier essai Douy qui libère sur Alwin Joubert et à la pause 39-14 pour le RCN. La messe était dite, comme on a coutume de dire. Et à cet instant du match, c'est-à-dire à la mi-temps, eh bien La Rochelle est barragiste puisque si mes souvenirs sont bons, eh bien Grenoble menait face à Montferrand. Du coup, eh bien Jean-Pierre Elistal va faire rentrer tous ses remplaçants, à savoir Boucher, Toala, Lanès, Bozy, Albinet, mais des remplacements qui ne serviront pas à grand-chose. En deuxième période, Narbonne reprend sur le même tempo avec Grégory Sudrissi qui récupère cette balle, qui transperce le rideau défensif. Il va trouver à hauteur Colin Gaston qui inscrit son premier essai de la saison et le score qui s'envole toujours 49-14 et cette dernière interception de Grégory Sud qui offre la victoire sans appel à Narbonne. Contrat rempli pour les Narbonnais et notamment pour Pierre Salette qui, on s'en souvient, avait repris de main de maître cette équipe après que Pierre Berbizier l'ait quitté en début de saison. Et Narbonne qui va donc pouvoir maintenant s'orienter sur son prochain objectif, c'est-à-dire la finale du bouclier européen contre les Harlequins. On va tout de suite retrouver dans les vestiaires Xavier Giraudon pour une réaction avec Marc Reynaud. Du côté de Marc Reynaud, Marc, c'est le soulagement, vous restez parmi l'élite et ça n'a pas duré parce que très vite vous avez montré que vous étiez là pour l'emporter nonobstant des résultats des autres rencontres. Mais je crois qu'on avait notre destin en main aujourd'hui. Il fallait gagner à tout prix pour rester dans l'élite et on n'a pas attendu que Montferrand gagne Grenoble pour rester dans l'élite. On a prouvé qu'on avait un potentiel énorme dans cette équipe pour y arriver. C'était important de gagner tout de suite le combat devant pour montrer aux Rochelais qu'il n'y aurait pas photo cet après-midi ici au Stade de l'Amitié. On savait qu'ils n'étaient pas très bons en mêlée. Et bon, on a mis l'accent là-dessus et bon, je crois que ça s'est bien passé. On a prouvé qu'on a marqué des points grâce à cette mêlée qui avance sans arrêt. Alors maintenant, place au match bonus. Vous allez arriver très regonflé pour jouer ce bouclier européen. Ouais, je crois qu'on va arriver regonflé, mais d'abord on va bien se reposer. Mais c'est vrai que, attention à nous, quand on arrive, je crois qu'on va faire des dégâts. Et bon, je crois que les Harlequins seront préparés à prendre les déferlantes de Narbonne. Par contre, je voudrais dire un bonjour à Gilles qui s'est blessé. C'est pour toi qu'on a gagné ce match et qu'on reste dans l'élite. J'espère qu'on te reverra bientôt à Narbonne. Merci. Merci beaucoup Gilles, c'est Gilles Gironella, le 3 carrel de Narbonne qui s'est sérieusement blessé et qui doit patienter pendant 6 mois avant de pouvoir rejouer. Si les Narbonnais battent les Harlequins en finale du bouclier européen, ils joueront
en Coupe d'Europe l'année prochaine. Je vous rappelle que les Rochelais, eux aussi, se maintiennent dans l'élite. Il nous reste un match à voir dans cette poule 2, match sans enjeu. Colomiers assuré d'être qualifié contre Aurillac qui va descendre en D2 et pourtant Aurillac a battu 2 fois Montferrand par exemple cette saison. Regardez ces images de ce match qui a suivi pour nous. Julien Creuset, le premier essai de Colomiers avec une percée de Scrella, un relais de Yannick Josion et un essai inscrit par Benjamin Land. Puis voilà, c'est Sébastien Roch qui marque l'essai de Colomiers. Match marqué par une blessure et une entorse du talonneur Laurent. Ça c'est un coup dur pour Colomiers en vue du quart de finale à Castres. Les Aurillacois, comme à leur habitude tout au long de la saison, ont pratiqué un très beau rugby. Ils ont eu beaucoup de blessés, ça leur a sans doute coûté des matchs. Ici c'est Chamelot qui offre cet essai à Walter Olombé. Le choix assez croisé entre les deux équipes tout au long du match. On va retrouver la carré avec un essai de Yannick Josion et Aurillac va s'accrocher avec un nouvel essai pour l'égalisation en fin de match. Un essai de Michaud sur ce petit coup de pied à suivre. Voyons, il y a un ballon qui rebondit et hop, finalement l'essai est pour les Aurillacois au pied des poteaux. La transformation de Mercier qui donne la victoire à Aurillac. Mais oui, victoire d'Aurillac sur le terrain du finaliste de l'an dernier Colomiers. 30 points à 28 pour les Aurillacois. Voilà, vous avez vu tous les résumés de cette poule 2. On récapitule rapidement les résultats avec Jean-Jacques Amselem qui nous prouve donc qu'il y a 2 victoires à l'extérieur, hein, celle d'Aurillac à Colomiers, celle de Toulouse à Brive et Montferrand a expédié Grenoble en barrage alors que Brive sera donc en 2e division. Vous le voyez sur le classement, Brive 9e, Grenoble 8e et pour les qualifiés on les connaissait mais Toulouse a sauvé sa 2e place. Rappel les quarts de finale, Castres-Colomiers, Toulouse-Perpignan, Montferrand-Agen, Stade français Biarritz, ils seront tous sur Canal+ dans 15 jours. Le match de barrage entre Pau et Grenoble aura lieu dimanche prochain. On vous tiendra informé du résultat de ce match pendant la retransmission de la finale de 2e division entre Toulon et Montauban. Il est temps pour nous de retrouver le président de la Ligue nationale de rugby, Serge Blanco, qui est en direct et en duplex depuis Biarritz, son stade fétiche d'Aguilera. Salut Serge. Juste un mot d'abord sur l'affaire Brive-Aurillac. Je présume quand même que la victoire de Toulouse enlève une belle épine du pied aux dirigeants de la Fédé ou de la Ligue. Bah écoutez, je crois qu'il faut assumer, hein, comme dans toutes les situations, il était prévu de faire une réunion demain et puis de donner exactement la situation que nous devions suivre. À partir de là, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement pour Brive, après ce match perdu contre le Stade Toulousain, ça les met hors course définitivement pour le maintien dans notre championnat. Alors c'est vrai, et là ça serait d'être malhonnête que de dire le contraire. Le fait que Brive ait perdu aujourd'hui ne laisse pas trop d'espoir quant au fait de pouvoir rester dans l'élite. Donc à partir de là, obligatoirement, on se sent peut-être un peu plus soulagé, mais je crois qu'on aurait assumé comme on a fait depuis le début de la saison. Alors ça y est, cette saison Couperet a livré son bilan, l'élite rétrécit, il n'y aura plus que 16 équipes la saison prochaine. Quel est votre bilan sur cette saison qui a fait beaucoup parler avec le calendrier saucissonné entre les différentes compétitions et le grand nombre de matchs ? Oui, bon, mais ça c'est, je dirais, secondaire, le calendrier saucissonné. Je crois qu'on arrivera à force de discussion et de logique à tomber dans un mécanisme qui permettra à tout le monde de reconnaître les siens. Mais je crois qu'avant tout, ce qui est de difficile cette année, c'est de perdre un grand nombre de clubs qui vont descendre en 2e division et dont des noms légendaires, puisque Brive fait partie, Roche, Aurillac et les 2 autres équipes qui vont descendre aussi. Mais je crois qu'à un moment donné, il fallait prendre une direction. Cette direction a été prise, il faut l'assumer, il faut aller jusqu'au bout. Mais je crois très sincèrement que c'est pour le bien du rugby. Et sur le fait que l'on puisse se retrouver à 16 dans une première division et à 16 dans une 2e division, je l'espère, fera progresser le rugby professionnel, permettra d'agencer les clubs différemment et surtout permettra à l'équipe de France d'avoir de meilleurs résultats. Est-ce que le président de la Ligue nous promet des choses nouvelles pour les phases finales? Je veux parler par exemple de l'arbitrage vidéo. Oui, il est question de pouvoir étudier cette solution-là. Il est vrai qu'il y a eu de nombreuses discussions, et notamment lors de la dernière journée, entre La Rochelle et Biarritz, puisqu'il y a eu un essai qui a été un petit peu litigieux. Il ne faut pas remettre en cause le corps arbitral. Je crois qu'il faut à un moment donné lui donner la possibilité de pouvoir évoluer dans le bon sens. Donc on va étudier tout cela, on va voir si on le met à l'étude pour les quarts de finale, mais vraisemblablement nous l'aurons obligatoirement pour les demi-finales et pour la finale. Voilà, ça c'est une information. Là je parle non plus au président de la Ligue, mais à l'ancien joueur international. Quelle est l'équipe dont vous faites la favorite pour le bouclier de Brennus, celle qui vous fait actuellement le plus grosse impression?
Franchement, aujourd'hui, je crois que les 8 équipes sont sur le même pied d'égalité, et bien sûr avec un léger avantage aux équipes qui reçoivent. Mais quand je vois un petit peu le dénouement de ce championnat, la façon dont il s'est déroulé, je crois très sincèrement que toutes les équipes ont leur chance pour arriver en demi-finale et être championne de France. Alors si on devait donner, je dirais, un pronostic, et je ne vais pas m'y hasarder, mais je crois peut-être qu'on pourrait faire ressortir du lot peut-être Montferrand, qui mériterait, par rapport à ce qu'ils ont fait pendant toute la saison, de se retrouver sur la plus haute marche. Mais en rugby, il n'y a pas de vérité. Et Montferrand n'a encore jamais gagné le bouclier de Brennus. Serge Blanco, merci beaucoup. Je sais que vous avez suivi d'un œil très attentif les demi-finales de 2e division hier, qui opposaient Toulon à l'Aviron Bayonnais, un club qui vous est cher, et Montauban à Rumilly. Nous avions bien sûr des envoyés spéciaux sur ces matchs pour vous proposer maintenant un résumé, en vous rappelant que la finale de 2e division sera sur Canal+ dimanche prochain à partir de 15h. Résumé de ces 2 demi-finales avec Bertrand Guillemer. Si le parfum des phases finales vous a manqué, ce Toulon-Bayonne avait tout pour vous faire vibrer. Un public coloré, 15 000 personnes, dont Christophe Dominici, ancien Toulonnais. Un temps idéal, 2 équipes à 80 minutes d'une finale. Bref, une ambiance parfaite dans un stade Mayol survolté. Sur le terrain, Toulon domine et mène rapidement 3-0 avant de se faire prendre en contre par des Bayonnais bien organisés. Un ballon perdu et l'ailier bayonnais Aïssaguer déborde sur plus de 80 mètres pour donner l'avantage à l'Aviron, 5-3. Contrés, les Toulonnais ont du mal à mettre en place leur jeu et s'en remettent à Bénis qui leur redonne l'avantage après 30 minutes, 9-5. Dès cet instant, poussés par leur public, les Rouges et Noirs font craquer la défense basque. C'est tout d'abord Laurent Guettard qui s'échappe pour un essai au pied des poteaux. Le RCT se détache, 16-5. Puis c'est au tour de l'arrière géorgien Kamachouridze de profiter d'une erreur de l'Arald pour assommer Bayonne. Un essai qui fait mal juste avant la pause puisque Toulon mène désormais 23-5 puis 26-5 après un drop de Bénis. Un score qui laisse pourtant Manu Diaz, l'entraîneur de Toulon, imperturbable. En début de 2e période, l'Aviron croit encore en ses chances et profite des relâchements toulonnais pour revenir au score, comme ici où le capitaine Bichente Fagoaga aplatit en force pour réduire la marque à 26-13. Un espoir de courte durée puisque le défi physique imposé par les avants de la rade oblige les Bayonnais à céder une nouvelle fois à un quart d'heure de la fin. Jean-Luc Aqua conclut et l'écart est maintenant de 33-13, puis 33-18 quelques minutes plus tard. Un essai qui en appelle un autre en fin de match avec cette interception de Pierre Nègre-Gauthier. L'ailier toulonnais inscrit le 4e essai du RCT en route vers une victoire logique. Toulon tient sa finale et s'impose 40-23 devant un public rouge et noir et une ambiance pleine de frissons. On a eu du mal à s'acclimater à l'ambiance le premier quart d'heure. On l'a vu, on a été mené 5-3 avec un essai en compte des Bayonnais, qui n'ont jamais rien lâché. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand on a réussi à marquer, l'ambiance, ça transcende. Il y a la Ola qui part et c'est difficile de perdre ici. Quelque part, on savoure un peu le fait d'avoir redonné un engouement important dans la ville, de voir les gens heureux. Bon, là, c'est vrai, nous sommes en finale. À la fois, ça paraît accessible et ça va être extrêmement difficile. Dans l'autre demi-finale, Rumilly a résisté pendant 20 minutes à Montauban avant de craquer. Menés 9-6, les Rouges et Noirs se font surprendre sur cette 89 où Méric offre à son ailier Derena Lagui le premier essai du match. Un essai qui porte la marque à 16-9 peu avant la pause. Mené 19-9 en début de 2e période, Rumilly s'accroche mais ne parvient pas à résister aux attaques de Montauban qui se détache au fil du match avec notamment un doublé du Fidjien Derena Lagui, 30-12. Les Savoyards vont tout donner en fin de match, des efforts récompensés par cet essai de Bossa qui ramène la marque à 30-17. Mais hier, Montauban était trop fort. Le premier club de 2e division au terme des matchs de poule s'impose logiquement 35-17. Derena Lagui signe un hat-trick et dimanche prochain, Montauban affrontera Toulon pour la montée en 1re division. Toulon
Montauban. Quelle belle finale de deuxième division qui sera pour la première fois retransmise en direct sur Canal+. Le vainqueur sera champion de France de deuxième division et comme l'a dit Bertrand Guimain, rejoindra la première division. Première division dont on va vous remontrer pour votre mémoire le tableau des quarts de finale qui opposeront sur le terrain des premiers nommés Castres à Colomiers, Toulouse à Perpignan, Montferrand à Agen et le Stade Français à Biarritz. Et dimanche prochain, le match de barrage, lui, opposera la section paloise à Grenoble. Les rendez-vous rugby de cette semaine sont le Super 12, comme d'habitude, mercredi et vendredi. Et donc, cette finale de deuxième division à ne pas rater. Il y aura une grosse ambiance à Nîmes dimanche à partir de 15 h. Il est temps pour moi de remercier toute l'équipe de Jean-Jacques Amsalem avec Christelle Zos, Jérôme Pinault, Jimmy Delclève et Antoine Fourtanet qui nous ont aidés à la fois pour ce jour de rugby. Et ce multi-rugby, c'est 3 heures de rugby non-stop sur Canal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve tout à l'heure vers 22 h dans l'équipe du dimanche qui démarrera, elle, à partir de 20 h 35 avec Philippe Bruet. Excellente fin de soirée sur Canal. À tout à l'heure. Ciao.